Ça te dirait de voir Backseat jusqu'en 2027, 2040 même? Eh ben c'est possible, mais pour ça on a besoin de toi. Backseat, c'est une émission qui tient à son indépendance, c'est pourquoi nous avons choisi de faire reposer une partie du financement de l'émission sur notre public. Chaque épisode coûte 13 000 €, ce qui comprend toute la logistique, mais surtout les salaires de chaque personne intervenant sur l'émission. Pour pouvoir diffuser toute l'année, nous avons besoin de 30 000 € par mois. Alors rends-toi sur KissKissBankBank, choisis l'abonnement que tu préfères et profite des contreparties que nous proposons en échange, comme le fait de voir l'émission en intégralité sur YouTube dès le vendredi matin, ou l'adhésion au Club Backseat qui donne accès à plein d'avantages. Si chaque spectateur régulier donnait 1 € par mois, nous pourrions produire Backseat pendant de nombreuses années. Alors rendez-vous sur KissKiss pour soutenir cette belle émission. Et tout de suite, ta VOD. Mais avant ça, une chronique que vous attendez toutes et tous, c'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Bonsoir Vincent, comment tu vas ? Bah, ça fait très longtemps, enfin comme je dirais comme Usul déjà, en termes de forme, en termes de fatigue, en termes d'épuisement vis-à-vis de plein de choses. Mais ça va. Je suis content d'être là. J'ai l'impression que ça fait un siècle que je vous ai pas vu. Ouais. Ça fait, je crois, un mois que j'étais pas à Frême, j'étais nulle part. On a loupé tellement de trucs. Frême, oui. Strasbourg. Mais oui. Il s'est passé des dingues, effectivement, et tu n'as pas pu y participer. Cher Vincent, c'est d'autant plus un plaisir de te retrouver ce soir. Et on attend de voir. Ah là, ça va marcher. Ah, évidemment que ça va marcher. Aucun problème technique. Je sais qu'il y en a qui sont déçus dans l'assemblée. Mais là, il n'y aura aucun problème technique. Moi, je voulais voir le problème technique. J'étais toujours là-bas quand tu faisais. Je voulais le voir de ici, non, le problème technique. L'écran devient un peu noir et revient sur l'image. Après, c'est bon. Donc là, on est bien. Donc tout roule. Tu vois qu'en fait, il faisait semblant depuis le début. Ouais. De quoi tu veux nous parler ce soir, Vincent ? Cette semaine, j'ai cédé à la pression d'un des producteurs, François, parce que ça fait des mois qu'il me tanne avec un sujet. Je suis là, oui, pas cette semaine. Non, pas cette semaine. Les burgers d'influenceurs. Les burgers d'influenceurs. Il me tanne, il m'envoie des trucs. Ah oui, t'as vu, il y a un nouveau burger de un tel, t'as vu un machin. Je dis, là, je vais en parler ce soir. Et notamment de celui de Mister V, parce que je suis tombé sur un post sur Instagram qui lance donc, pour une durée limitée, en tout cas une gamme de burgers de la Mama en partenariat avec KFC. Et on a un petit extrait juste pour vous aider un peu l'idée, la vibe. J'ai un extrait vidéo. Papa. Tout prit finalement sens. Ils se correspondaient en tout point. Ils ont tous les deux coudes, des ongles, mais surtout le même amour du pouletto. Et que font deux cuisiniers d'exception lorsqu'ils se retrouvent au fourneau ? Un ping-pong. Voilà, donc bonne ambiance. Mister V, c'est très drôle. Hein, c'est toujours très drôle, oui. Sauf que... Regardons rapidement les commentaires. J'ai vu effectivement, globalement, ça se passait pas très bien en commentaire, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Twitter, que ça soit sur Instagram. Il y a donc globalement des appels au boycott, cette mention d'une liste, et j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus. Car il s'avère qu'en fait, beaucoup d'internautes pro-palestiniens lui reprochent son nouveau partenariat avec KFC. Pourquoi ? Parce que la maison mère de KFC, la société Yum, est accusée d'avoir investi dans une start-up israélienne. Sauf qu'ici, il s'agit pas juste d'un boycott de KFC, mais aussi de Mister V, car oui, les appels au boycott maintenant touchent désormais beaucoup les stars, et notamment les influenceurs qui ne parlent pas assez ou qui ne parlent pas de la Palestine. Et ce mouvement, c'est ce qu'on appelle donc le Blockout 2024. C'est quelque chose qui a émergé récemment. Cette initiative, elle a émergé aux États-Unis, mais elle arrive aussi en France. On le voit avec Mister V. Et ça m'a donné envie de poser une question qui est pas facile. Est-ce que les influenceurs, est-ce qu'ils peuvent prendre parole sur la Palestine ? Donc voilà, je suis désolé pour le producteur, je vais pas parler de burger finalement ce soir, mais voilà, j'en ai parlé quand même un peu, mais on va parler d'autre chose. Alors comme d'habitude, un petit peu de contexte. Le 6 mai dernier, alors que Rafah est bombardé par l'armée israélienne, des stars montent les marches du Met Gala dans l'opulence la plus totale, faut le dire. Ouais. Ce qui rappelle des films comme Hunger Games. Il y a pas mal de gens qui ont fait le parallèle, notamment sur TikTok. Ah, avec l'extravagance des costumes. Voilà, exactement. Ouais, et puis le côté... C'est le district 1, bien plus riche que le district 14. Ouais, je vois. Et ces gens très riches qui regardent un petit peu la misère du monde et toutes les choses horribles qui se passent. Rappelons que depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas contre Israël ayant entraîné la mort de plus de 1200 personnes et la prise d'otages de 250 autres, près de 35 000 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne et 80% des 2,3 millions de Gazaouis ont dû fuir. Ce contraste avec le Met Gala a mis en colère beaucoup d'internautes, et notamment parce qu'il y a eu cette vidéo de l'influenceuse Hailey Khalil qui, déguisée en Marie-Antoinette, a dit ceci. Let them eat cake. Who took the bomb?
à des claques. Hein. Pardon. Je vais rester factuel, mais voilà, je te laisse commenter sans problème. Donc voilà, donc qu'il mange de la brioche a-t-elle lancé effectivement dans ce contexte international. Donc la vidéo a été supprimée assez rapidement. L'influenceuse s'est excusée, mais encore plus maladroitement ensuite. On peut peut-être rappeler le contexte justement de cette phrase qu'elle veut dire. Qui est une phrase qui n'est pas que Marie-Antoinette n'a pas vraiment dite, mais qui est attribuée. Qui lui est attribuée. Voilà, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche, etc. et tout. Au qui moment, montre la déconnexion des élites. Voilà, qui illustrait totalement ça. Et là, le contexte, il était encore plus catastrophique déjà que le Met Gala est critiqué depuis pas mal d'années. Et les internautes en colère ont donc décidé de lancer un blocage 2024, une initiative visant à bloquer massivement des stars sur les réseaux sociaux pour leur faire prendre conscience de leurs privilèges et les inciter à prendre la parole sur la Palestine. C'est devenu un mouvement collectif, organique, assez inédit, faut dire, car des personnalités comme Kim Kardashian auraient apparemment perdu plusieurs centaines de milliers, voire millions d'abonnés. Ça dépend un petit peu des estimations des médias. Bon, voilà, on peut pas trop savoir non plus, mais il y a un terme qui a été mis, c'est la guillotine digitale. Voilà, donc on reste dans un certain lore, on va dire. Mais c'est eux qu'on cherchait avec Marie-Antoinette. Mais vous me direz, pourquoi est-ce que les bloquer, ça serait plus efficace que par le passé les carrés noirs qu'on avait vus ou ce genre de choses? Alors, selon certains, c'est pour diminuer leurs metrics, leurs stats et les invisibiliser de nos timelines et donc toucher à leur portefeuille, puisque ce sont leur visibilité en ligne qui leur permettent d'avoir des contrats avec des marques et donc d'avoir de l'argent. Sur le fond, c'est débattable. Je pense que l'efficacité, elle est relative, surtout sur un temps aussi court. Mais le but, c'est avant tout de les faire réagir et de les pousser à notifier ce qui se passe. Et ces derniers jours, on voit désormais plusieurs postures d'influenceurs que je trouve assez intéressant à observer par rapport à ce qui se passe actuellement à Gaza. Outre ceux qui ont déjà exprimé leur soutien à Israël ces derniers mois, il y a ceux qui soutiennent Gaza et les Palestiniens, qui ont déjà pris la parole par le passé et qui décident une fois de plus de reprendre et de relayer notamment des cagnottes pour aider des Palestiniens à fuir. Aux États-Unis, il y a eu le mouvement Creator for Palestine, une levée de fonds portée notamment par de très gros créateurs. Et en France, ça passe plus par des stories. Il y a eu Amine, Kameto, il y a Lena, qui était d'ailleurs au Met Gala et qui a fait aussi des stories qu'il en avait déjà fait à l'époque. Et ça passe aussi par des appels à d'autres influenceurs pour partager des cagnottes, comme le font Mec Da Vinci, Lodoniri ou Golochoglova, qui parrainent même directement des Palestiniens et interpellent d'autres influenceurs pour leur confier des cagnottes directes de personnes, et entretenir un lien aussi et donner des nouvelles de ce qui se passe et tout. On a aussi désormais des personnes qui n'avaient pas trop pris la parole jusque-là et qui décident de le faire beaucoup plus explicitement. Alors, il y en a certains qui ironisent, disent qu'ils en parlent par peur de perdre des abonnés. Peut-être, mais voici ce que disait justement la créatrice Golochoglova à ce sujet. Les gars, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous qu'ils fassent pas ça pour l'image aujourd'hui. Je m'en fous qu'ils fassent ça pour n'importe quelle raison. Parce que, aujourd'hui, ça va toucher des gens. Ça va peut-être toucher 10 000, 20 000, 30 000 personnes peut-être. Ça va permettre à des gens de partager des cagnottes. Peut-être que eux, ils le font pas avec bon cœur. Mais je m'en fous. C'est entre eux et Dieu. C'est entre eux et leur conscience. Moi, là, aujourd'hui, ce que je veux, c'est réveiller des gens. Ça va toucher leur communauté. Ça va toucher des gens. Ça va permettre à d'autres gens de s'éduquer. Aujourd'hui, j'ai vu des noms de gens qui me détestent partager, la cagnotte, partager Asma, qui est la personne que je parraine. Et vous pouvez pas savoir, je m'en fous qu'ils me détestent, je m'en fous des raisons pour lesquelles ils le font, je m'en fous. Moi, je veux aider des gens. Et je vous jure, le blockout, je l'ai compris, mais il m'a fait peur parce que je me suis dit, on va pas s'en sortir tout seul, là. Donc vraiment, je m'en fous. Je dirais merci infiniment aux gens qui partagent, même si c'est que maintenant. Alors, dans tout ce flux de stories, il y en a une, notamment, Poupette Kenza, qui a tenu des propos antisémites. Voilà, en voulant s'exprimer sur le sujet. Voilà, donc faut aussi le signaler, il faut dire que ça existe, etc. Il y a Arthur Delaporte, le député, qui a pris la parole là-dessus aussi pour dénoncer. Et puis il y a ceux aussi qui ne parlent pas du tout. Et c'est cette catégorie qui m'intéresse tout particulièrement. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'expriment pas, comme le font tous les jours des Palestiniens, des militants, des militantes ou des journalistes sur le propre réseau? Alors, il y a des raisons évidentes. Des fois, il y a tout simplement le manque éventuel de politisation, la peur de ne pas avoir le bon discours, voire de créer des polémiques en manquant d'éducation et de pédagogie sur le sujet. Et puis, ils savent aussi que chaque mot, les influenceurs, c'est le cas beaucoup pour eux, chaque mot peut être d'ailleurs clippé, détourné, déformé, repartagé sur les réseaux. Ça arrive régulièrement, mine de rien. Il y a aussi la peur de diviser sa communauté. On se rappelle un petit peu ce qui s'était passé
avec Squeezie. Avec Squeezie, c'était cette slide-là, pardon. La peur de diviser sa communauté, parce qu'au sein d'un large groupe d'abonnés, il peut y avoir des personnes pro-palestiniennes, des personnes pro-Israël, et la crainte de perdre des abonnés est assez forte, et celle de recevoir des menaces aussi. C'est ce qui arrivait à Léna il y a quelques mois à peine, quand elle s'est exprimée sur le sujet, et c'est ce qui arrive à plein de militants et de militantes, de journalistes palestiniens sur place quotidiennement, parce qu'ils essayent d'alerter sur ce qui se passe sur place. Mais aussi, surtout, la peur de, je pense, perdre des sponsors et de voir des marques les lâcher. Parce que les marques elles-mêmes ont peur de perdre des clients. Je me souviens, je bossais sur les manifestations contre la réforme des retraites. J'avais fait un papier dessus pour Le Monde. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit, qui bosse dans le milieu des agences, qui m'a dit qu'une grosse marque avait considéré Seb trop radical après sa prise de position. Une prise de position qui était due... Seb Lafrite ? Oui, Seb Lafrite. Il était trop radical aux yeux de certaines marques. Et pour ce tweet. Un tweet, il dit donc en gros, on nous chie dessus jusqu'au bout, force aux grévistes, c'est maintenant qu'il ne faut rien lâcher. Ça, c'est considéré comme étant trop radical pour certaines grosses marques. À cause de ça. Il y a certaines grosses marques qui se sont visiblement déchauffées à l'idée peut-être de travailler avec lui. Donc imaginez ce qui pourrait se passer sur un sujet comme Gaza et la Palestine, dans en tout cas l'univers, l'économie de l'influence. Et puis après aussi, il faut le dire, il y a certains influenceurs qui agissent en privé, certains font des dons sans en parler forcément publiquement. Il y a l'influence The Doll Beauty, Marois de son prénom, qui a régulièrement parlé de ce sujet en story et qui a pris la parole là récemment pour expliquer en disant tu ne satisferas personne, et croyez-moi, ça n'a jamais été mon but, surtout comme une cause pour celle-ci, se soucier de la Palestine ne s'arrête pas à Instagram ou TikTok. Elle dit en gros que les gens sont jamais contents dans tous les cas, qu'on prenne la parole maintenant, hier ou demain. Et cette prise de parole m'évoque en fait deux choses. D'abord, que les influenceurs le veuillent ou non, ils ne sont pas des citoyens lambda, ils représentent aussi un pouvoir, ce sont des relais, des chambres d'écho. Un influenceur qui partage quelque chose en story, même une simple publication du Monde ou de l'AFP, c'est déjà avoir un impact sur potentiellement des dizaines de milliers, voire centaines de milliers de personnes, et des dizaines de milliers de personnes informées sur ce sujet ou un autre, c'est pas négligeable. Et rien que ça doit au moins, je pense, les encourager à se questionner sur leur volonté de devenir un relais d'information ou non, et le cas échéant, de quelles informations et pour quel engagement. Et c'est d'autant plus crucial qu'on voit que Meta veut invisibiliser les contenus politiques, que Human Rights Watch a dénoncé en décembre la censure des posts pro-palestiniens justement sur Facebook et Instagram. Puis il y a aussi derrière le fait que les influenceurs, ils ont peur avec ça d'être invisibilisés dans l'algorithme s'ils commencent à partager des posts sur le sujet. J'en viens donc à ma seconde réflexion, inspirée par les super newsletters que je vous conseille de suivre des journalistes Kate Lindsay et Lucie Ronfaux. Une fois qu'on a bloqué les influenceurs ou qu'ils ont relayé des cagnottes, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Parce que certains continuent de s'indigner contre des gens qui ont pris la parole. Comment dépasser cette étape-là pour aider les personnes qui en ont besoin à travers le monde ? Le Blockout 2024, il a permis de challenger les influenceurs, mais peut-être que l'étape suivante consistera à challenger directement les plateformes numériques, qui sont aussi des lieux de pouvoir, la classe politique, évidemment un lieu de pouvoir aussi, et ce qu'on devrait exiger d'eux. Et peut-être que ça devrait aussi dépasser le numérique. Je pose la question, c'est impossible d'avoir une réponse idéale évidemment, mais c'est un débat en plus qui se nourrit et qui évolue tous les jours. Mais ce qui est sûr, c'est que de plus en plus de gens, ils en ont un peu marre qu'on leur serve de la brioche ou un burger double cheese et bacon sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup Vincent pour ce PowerPoint. Tu restes avec nous ?